Bonjour. Donc alors j'ai pas vu ah bah Karine, tu es arrivée, bonjour. Bonjour. Et le micro marche en plus, c'est fantastique. Je te mets côté comme ça va te mettre en haut. Hop, pof, super. Ça c'est bien. Donc tu pourras partager si tu le souhaites ton écran. C'est plus simple peut-être pour passer les diapos. Très bien, tant mieux. J'avais fait une petite adaptation, ça m'arrange. Donc voilà, vraiment aucun souci. Ah, si tu as fait des modifications, tu me l'envoies aussi par mail et comme ça on Oui. mettra la bonne Ah oui. version en ligne. Et puis voilà, et donc on va passer les questions par le chat. Donc je vous invite aussi les intervenants là à surveiller un peu le chat et si possible aussi, enfin quand ça se présente, de répondre aux questions directement. On fera de toute façon un arrêt à chaque fois, à chaque fin de présentation. Et puis à la fin, on pourra peut-être entamer des discussions un peu plus larges. Voilà, et on essaiera de tenir le timing pour 15h30. Donc chacun présentera, vous avez juste à partager votre écran et puis suivre le chat, mais de toute façon je ferai le relais des questions-réponses au fur et à mesure aussi. 14h pile poil, 46, 47, on va attendre quand même une petite minute et puis on va démarrer les présentations. Merci à chacun de couper le son aussi, ceux qui se sont connectés. Vous pouvez vous renommer en cliquant sur les trois petits points qui sont en face de votre nom pour qu'on sache qui est qui, notamment dans les discussions dans le chat. Et voilà. Bon, allez, on va démarrer pour pas prendre trop de retard. Donc j'invite chacun à couper le son là. Je les ai coupés au fur et à mesure, mais il y en a encore quelques-uns qui ont les micros allumés. C'est juste pour pas qu'on ait des sons extérieurs qui perturbent le webinaire. Donc tout au long de ce webinaire, on va avoir trois intervenants et on travaillera à travers la discussion pour les questions. Donc les intervenants pourront répondre dans le chat en direct et au fur et à mesure, on fera des questions-réponses après chaque intervention. Et puis si on a un peu de temps à la fin, on pourra aussi aborder d'autres questions. Donc, on est aujourd'hui, alors je vous ai mis une petite diapo, une petite image. Là, c'est vrai que organiser un webinaire sur le confort d'été juste à la veille des vacances de Noël, c'était un petit peu incongru. En fait, c'est vrai qu'on a eu une actualité de fin d'année un peu forte sur le confort d'été et on s'est dit, de toute façon, maintenant, c'est quand même un sujet avec lequel il va falloir qu'on vive et dont on tiendra compte de plus en plus. Et donc, c'est pas si incongru d'en parler pendant l'hiver, parce que l'hiver, c'est finalement juste les prémices de l'été, si je puis dire. Voilà. Donc, bienvenue dans ce webinaire du Centre de ressources de la rénovation des bâtiments tertiaires. Ce centre de ressources est financé par l'ADEME et la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il est piloté par un comité technique régional avec l'ADREAL, la région Auvergne-Rhône-Alpes, l'ADEME, la Banque des territoires, CEREMA et Acté. Il est animé par Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement. Et les cibles principales, c'est les acteurs territoriaux d'accompagnement des maîtres d'ouvrage dans la rénovation des bâtiments publics et privés, les collectivités, les maîtres d'ouvrage publics, et puis les maîtres d'ouvrage privés également. On a notamment un certain nombre de structures d'enseignement privées et des structures également de santé qui sont dans notre réseau.
Nos axes d'action, eh bien, on a trois types d'animation dans ce centre de ressources. Un, on diffuse de l'information technique et des ressources à travers un site internet. Je vous ai mis l'adresse dans la page d'après. On fait aussi de la veille avec une lettre bâtiment qui est mensuelle ou à peu près mensuelle et qui permet d'avoir toute l'actualité sur la rénovation énergétique des bâtiments tertiaires au niveau national, régional et local. Et puis, on tient à jour les actualités sur le site web. Donc ça, c'est notre activité de veille. Et puis, on a également des activités d'animation avec des webinaires, des groupes de travail. Donc les webinaires, on en a un très bel exemple aujourd'hui. On en fait sur tout un tas de thématiques. Plutôt, c'est des webinaires d'assez grande dimension. Donc c'est plutôt descendant avec des présentations. Et c'est pour ça qu'à côté, on a des groupes de travail qui sont plus thématiques et en petits groupes. On en a notamment un sur les certificats d'économie d'énergie, sur les collèges et les lycées. On en a un sur les outils de télésuivi. Et puis plus récemment, on en a mis un en route sur les SDIS, Hier, ils ont envoyé un lien. la- les C'est centres d'action. Auvergne-Rhône-Alpes, je sais pas quoi, t'as pas eu un mec? Hmm. Alors, je vais couper les micros. Alors, remarque, Hakim, Karine et Aurélie, vous pouvez aussi couper le son des personnes en direct. Je crois que vous avez l'autorisation de le faire. Oui, je viens de le faire, Laurent. Merci. Donc voilà pour le centre de ressources de la Oui, le Camille rénovation. t'envoie un message en demandant si le dossier Voilà, 23A00. voilà, merci. Hop. Et donc, on a un site web qui s'appelle renotertiaire-aura.fr. Je vous invite à y aller pour ceux qui ne nous connaissent pas bien et à vous inscrire à la lettre d'information. Comme ça, vous aurez toutes les informations sur ce qu'on fait. Et donc, moi, je suis Laurent Chanusso et je travaille sur ce CDR avec ma collègue Marine Renaud. Voilà. Donc aujourd'hui, on va travailler sur le confort d'été. Comme je le disais juste avant, c'est vrai qu'on a eu une actualité depuis l'été, depuis septembre, qui était assez dense sur la question du confort d'été. Et on s'est dit, c'est quand même dommage de ne pas la mettre à disposition de tous. Et donc, c'est pour ça qu'on a souhaité faire ce webinaire juste maintenant avec trois thématiques, enfin trois présentations. Une première par Aurélie Duparchi de la SPLOZ sur un retour d'expérience qu'ils ont de rénovation de bâtiments en rénovation globale et des actions de préconisation qu'ils ont établies à partir de tout leur retour d'expérience. Ensuite, on aura Karine Jean de CEREMA qui a animé un groupe de travail national sur les questions de confort d'été et notamment sur les STD et les fichiers météo qui anticipent les conditions futures. Et puis, on terminera avec Hakim Amadou de l'ADEME et la présentation du nouveau programme CEE, Adapt Bâti Confort, qui vient de démarrer et dont ce sera le début. Donc, les échanges et discussions se font par le chat. On n'ouvre pas les micros. Éventuellement, quand on a besoin de précision, on demandera à la personne d'ouvrir son micro, mais en base, on travaille avec le chat. Et c'est pourquoi j'invite tous ceux qui ne l'ont pas fait à se renommer. Vous cliquez sur participants, les trois petits points qui sont en face de votre nom et vous vous renommez. Avec aussi la structure, c'est plus facile parce que comme ça, on peut vous repérer dans la discussion. Et voilà pour ma part. Et du coup, Aurélie, ben, je te laisse partager l'écran et puis commencer ton intervention. Alors, bonjour à tous. Est-ce que tout fonctionne, Laurent? C'est bon? Ouais, le son marche bien, l'écran est parfait, c'est très bien. Bon, parfait. Oui, donc aujourd'hui, l'idée, c'était de vous présenter des actions qu'on met en œuvre sur les opérations qu'on pilote en rénovation énergétique pour les collectivités qui sont actionnaires de la SPLOZ. Juste un petit panorama, je pense que ça fait plusieurs fois qu'on intervient, mais ça vaut le coup de rappeler quand même la SPLOZ. Donc, on est une société publique locale qui a pour unique objectif de réaliser de la rénovation énergétique de bâtiments publics pour le compte de nos actionnaires. On avait démarré notre activité en 2013 avec 11 actionnaires et maintenant on a 36 collectivités qui sont adhérentes. Pour ces collectivités, on a 67 projets qui sont signés sous forme de contrat de performance énergétique avec donc un engagement fort sur la réduction des consommations d'énergie de ces bâtiments.
Et 39, sur ces 67, il y en a 39 qui sont livrés, donc pour lesquels on a un suivi à la fois des consommations d'énergie et des niveaux de température à l'intérieur de ces bâtiments. Les opérations qu'on mène, on les mène voilà, quasi exclusivement en marché global de performance énergétique, avec l'objectif donc de réduire les consommations d'énergie. Mais en deuxième objectif, dès le début de la création de la SPL, on s'était fixé l'amélioration du confort à la fois en hiver et en été. Et donc, du coup, c'est l'objet de la présentation d'aujourd'hui, de faire un petit retour d'expérience sur ce qu'on a pu observer qui fonctionne et ce qui reste encore à travailler sur ces opérations. On améliore aussi la qualité d'air intérieur, on travaille sur la pérennité du bâti et on fait aussi tout ce qui est les mises à niveau réglementaires sur tous les autres sujets. Donc, vraiment des rénovations globales sur l'ensemble des bâtiments qu'on traite. On a fait le choix de présenter, alors c'est une présentation qu'on a fait déjà bâtifrée, mais et qu'on reprend là. L'idée, c'était de présenter les actions qu'on a pu mener, qui sont des rénovations globales, mais en les décortiquant sous 5 actions, qui sont dans un manifeste rédigé par 7 bureaux d'études sur l'adaptation aux vagues de chaleur. Voilà, donc on veut pas. L'idée c'est pas de. Enfin, l'idée c'est de mettre en avant justement ce manifeste et pas de dire que c'est la SPLOZ qui a proposé ces 5 actions, mais vraiment de suivre ce manifeste pour le mettre en avant et pour qu'il soit largement diffusé. Donc vous pouvez le retrouver sur ce site internet. La première des actions qui est mise en avant par le manifeste, c'est vraiment l'inconfort thermique en été. Il vient principalement des surfaces vitrées. C'est la principale source d'apport de chaleur et lorsque la chaleur rentre directement à travers les vitrages, c'est là qu'on a vraiment un inconfort fort pour les occupants. Et donc la première des solutions, c'est de réduire ces surfaces vitrées lorsqu'on va faire une rénovation. Et donc pour ça, ben, ça se passe déjà par le remplacement des menuiseries. Si les menuiseries sont déjà plus efficaces, c'est déjà un petit peu mieux. Mais on essaye aussi de travailler sur la dimension de ces menuiseries. Et c'est ce qu'on peut observer là sur les 2 projets qui sont présentés de manière un peu différente. Le premier projet, le groupe scolaire Marlioz à Aix-les-Bains, on a gardé des trames de façade existantes et on est venu avec un remplissage en ossature bois sur des meubles donc préfabriqués qui comportent la menuiserie. Donc là, on a une épaisseur d'isolant assez conséquente, mais qui est dans le mur à ossature bois. Et dans le deuxième projet sur le bas de l'image, au lycée du Grand Arc à Albertville, là, on vient carrément recréer des allèges pleines en maçonnerie et sur lesquelles on va faire filer une isolation thermique devant. Donc, quand on parle, nous, de réduire les surfaces vitrées, c'est pas seulement la surface de vitrage, mais c'est vraiment la surface totale de la menuiserie, parce que même si on a des allèges opaques, donc dans lesquels le soleil enfin, les rayons du soleil vont pas forcément directement pénétrer, ces allèges opaques, elles présentent quand même des points de faiblesse sur l'enveloppe. Et donc, autant que possible, les limiter, ça permet de bien concourir au confort d'été. On garde quand même suffisamment de surface vitrée parce que l'idée c'est quand même de trouver un compromis avec le confort lumineux, donc garder un éclairage naturel satisfaisant sur l'ensemble des sites sur lesquels on intervient. C'est vrai que sur les bâtiments sur lesquels on intervient, parce que là on parle vraiment de confort d'été en rénovation, globalement les bâtiments des années 60-70 étaient très vitrés, donc on arrive quand même à avoir un très bon confort lumineux en réduisant d'un tiers à peu près les surfaces vitrées assez facilement. Et une fois qu'on a réduit ces surfaces vitrées, l'idée c'est de les protéger suffisamment du soleil par des dispositifs qui soient soit fixes, soit mobiles. Donc des dispositifs fixes, c'est-à-dire qui seront présents toute l'année. Donc c'est par leur dimensionnement qu'on va faire en sorte qu'ils soient très efficaces en été et qu'ils laissent quand même pénétrer un petit peu de chaleur en hiver pour limiter les consommations de chauffage. Et puis après par des dispositifs mobiles type brise-soleil orientable. On peut avoir des stores aussi extérieurs. En fait, ce qui est vraiment important sur la protection solaire lorsqu'elle est mobile, c'est qu'elle soit située à l'extérieur pour vraiment empêcher le rayonnement de rentrer à l'intérieur du bâtiment. C'est connu, mais c'est important de se le redire. Lorsqu'on va mettre un store-toit à l'intérieur, la chaleur elle a pénétré à l'intérieur du bâtiment et ça va empêcher une gêne de l'occupant d'un point de vue visuel, mais ça va avoir très peu d'impact sur le confort solaire, le confort thermique d'été. Là encore, quelques présentations de projets. En haut, donc sur le groupe scolaire des Gémeaux pour la commune de Lyon, ça illustrait déjà aussi le principe de la réduction des surfaces vitrées. Comme on voit sur la partie haute en étage, on avait pour
trois menuiseries, enfin sur à chaque fois un élément qui était rendu plein avec une isolation qui était filante devant cet élément plein. Mais on a aussi la création de trumeaux qui vont permettre d'avoir des menuiseries qui sont un peu plus en profondeur grâce à l'isolation. Donc déjà un ombrage naturel qui est fait de par la position des menuiseries. Et ensuite des casquettes, une casquette sur la partie basse en rez-de-chaussée parce qu'on était sur une façade sud, donc c'est vrai que les casquettes elles sont particulièrement efficaces au sud, et des brise-soleil fixes en partie haute qui sont intégrés dans le nu de la façade. On a d'autres exemples hein, en bas de types de brise-soleil. Voilà, sur les façades sud, plutôt des casquettes, des débords de toit aussi. C'est vrai que prolonger les débords de toit, c'est particulièrement efficace pour protéger les bâtiments sur le dernier niveau. On peut avoir des casquettes photovoltaïques également. Et puis des brise-soleil qui peuvent servir de support de végétalisation. Là, le brise-soleil est plutôt ajouré. C'est le fait de venir rajouter de la végétalisation qui permettra de renforcer ce dispositif. Globalement, nous, notre conseil, c'est sur les façades qui sont vraiment très exposées, sur les façades sud, sud-ouest, c'est d'à la fois combiner les protections à la fois fixes et mobiles. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on va mettre une casquette qu'on peut se passer forcément des BSO en fonction de l'orientation. Ensuite, la troisième préconisation va concerner une isolation des façades. Forcément, quand on va isoler le bâtiment pour se protéger du froid en hiver, mathématiquement, ça va aussi protéger des entrées de chaleur par conduction en été. Il y a des petites valeurs guides là qui sont dans le manifeste qui sont au moins une résistance thermique de 10 mètres carrés Kelvin par watt en toiture et de 6 en façade. C'est des valeurs guides parce que des fois, notamment en neuf, on peut quasiment toujours les respecter, mais en rénovation, on est quand même soumis aux règles d'application du CSTB, au DTU, etc. Et on peut avoir quelques contraintes sismiques ou quelques contraintes de résistance de structures, des matériaux en place, des structures béton en place qui font qu'on peut pas aller toujours sur ces épaisseurs d'isolant. Globalement, sur l'isolation, ça sera d'autant plus intéressant qu'on va privilégier des isolants qui sont denses, surtout sur les façades sud, parce que ça entraînera un plus gros déphasage thermique, donc la chaleur rentrera plus tard à l'intérieur du bâtiment. Une autre façon aussi de limiter, c'est vrai que les toitures terrasses notamment, ça a un impact fort, on va dire, sur l'apport de chaleur dans les bâtiments. Et cet impact fort, une façon de le limiter, c'est de végétaliser les toitures parce qu'on va abaisser fortement la température de la toiture en elle-même et du coup la température des locaux qui sont en dessous de cette toiture terrasse. Quatrième action, donc une fois qu'on essaye d'empêcher, enfin, toutes les trois premières actions, l'idée c'est d'empêcher la chaleur de rentrer dans le bâtiment. On ne pourra pas totalement l'empêcher, hein, surtout sur des périodes de canicule. Forcément, on peut retarder son entrée dans le bâtiment, mais on ne peut pas l'empêcher. Donc l'objectif, c'est lorsque il fait plus frais à l'extérieur, lorsqu'on peut décharger le bâtiment de ses calories, c'est de ventiler le plus possible les locaux pour évacuer donc la chaleur qui serait rentrée en journée. Il y a deux solutions pour ventiler des bâtiments, des locaux, soit de la ventilation naturelle, soit de la ventilation mécanique. Sur la plupart de nos projets, on ne met quasiment jamais de ventilation naturelle pour plusieurs raisons. Sécurité incendie, risque d'effraction, faune, etc. Par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on laisse la possibilité dans le dimensionnement des ouvrants de pouvoir créer une ventilation traversante qui soit efficace pour que le matin, par exemple, s'il y a des agents de ménage qui passent, ils puissent faire cette ventilation ou pour que s'il y ait des journées plus fraîches en été, l'usager puisse également faire cette ventilation-là. Mais on n'arrive pas à le faire de manière nocturne en inoccupation des bâtiments. Donc, ce qu'on fait, c'est que, comme pour la qualité d'air intérieur, on a généralisé sur une très grande majorité des projets les dispositifs de ventilation mécanique double flux. On utilise cette ventilation mécanique pour faire du rafraîchissement nocturne. Et du coup, en fonction de la température extérieure, il y a un petit programme horaire qui va permettre de ventiler le bâtiment aux bonnes périodes.
Ça marche plutôt très bien, comme on le verra par la suite, lorsqu'on est sur des météos classiques. Par contre, on se rend compte que lorsqu'on va être sur des pics de canicule, et particulièrement dans des milieux urbains denses, typiquement dans des agglomérations comme Grenoble ou Lyon, où là, ben, la nuit, ça descend pas suffisamment, et on a vraiment du mal, du coup, à décharger les bâtiments de leurs calories. La ventilation double flux, elle est perçue comme quelque chose qui accentue l'inconfort en été parce qu'on va souffler de l'air chaud sur les occupants lorsqu'ils sont dans le bâtiment. Et ce qui nous a conduit donc ces dernières années à installer des modules adiabatiques pour permettre de passer ces pics de chaleur et pour rendre plus acceptable la ventilation mécanique. En fait, le principe d'un module adiabatique, c'est un système qui est actif, mais qui n'est pas actif comme une climatisation, qui va permettre de projeter de l'eau, des gouttelettes d'eau, ou enfin en tout cas d'utiliser l'eau pour rafraîchir l'air qui serait insufflé dans les bâtiments. Donc on va dire un compromis entre uniquement du passif et passer plutôt sur un système de climatisation, mais qui nous on se rend compte que sur les projets, ça a vraiment un gain très fort en termes voilà, de confort pour les occupants, et ça permet aussi d'accentuer l'effet de rafraîchissement nocturne parce qu'on peut la faire fonctionner aussi la nuit pour descendre le bâtiment aussi en température. Tous ces systèmes, ça devient un petit peu complexe à gérer. Il faut qu'ils communiquent entre eux. Et donc, nous, on trouve qu'il y a quand même encore pas mal d'efforts à faire sur la régulation à la fois du free cooling et des modules adiabatiques. Déjà, bien réfléchir en conception sur les analyses fonctionnelles, etc. Et puis aussi se poser beaucoup de questions à la mise en service, assurer un bon suivi des températures, etc. pour arriver à régler tous ces systèmes. Et donc ça implique forcément une formation des différents acteurs sur ce sujet de la ventilation et du rafraîchissement par module adiabatique ou uniquement du rafraîchissement nocturne, à la fois au niveau des concepteurs, bureaux d'études, etc., et des mainteneurs derrière qui vont devoir exploiter ces systèmes, mais aussi des utilisateurs pour les sensibiliser aux systèmes qui ont été mis en place dans leur bâtiment. La dernière installation, dernière action qui est préconisée, là, c'est vraiment pour rendre plus acceptable, on va dire, des températures plus importantes dans les bâtiments. Le fait d'installer des brasseurs d'air. Donc là, vous avez quelques images de brasseurs d'air, soit des ventilateurs en plafond à pales, soit plutôt des brasseurs à effet Venturi, donc qui ont pas de pales, mais qui vont créer un courant d'air dans le bâtiment. Le fait qu'il y ait un courant d'air pour les occupants, ils auront l'impression que la température est plus basse. Ça ne va pas du tout modifier la température effective de l'air, mais c'est une sensation. Et cette sensation, elle est vraiment très bien acceptée par les utilisateurs, et sur les projets qu'on a pu livrer. Alors c'est assez récent hein, parce que ça fait, on va dire qu'on a passé surtout l'été dernier avec des brasseurs d'air, mais c'est vraiment une des solutions qui a un coût pour nous relativement modeste et qui fait que les utilisateurs en sont particulièrement contents, notamment parce qu'ils ont la main dessus. Et contrairement à la ventilation qui est subie, la ventilation mécanique, elle va être gérée sur programme horaire, etc. Ils la subissent. Là, les brasseurs d'air, ils ont directement une commande. Ils peuvent actionner ou pas ce dispositif. Et il y a un effet immédiat sur le courant d'air dans la pièce. Donc, c'est vraiment quelque chose pour lequel les gens sont très satisfaits. On a un petit bémol peut-être juste sur les brasseurs d'air à effet Venturi qui ont forcément un impact moindre sur la pièce. Donc c'est vrai que autant que possible, si on peut généraliser plutôt les brasseurs d'air à pales, c'est ce qui est le plus intéressant. Et c'est vrai que comme c'est quand même des équipements qui sont relativement nouveaux, il y a eu pas mal de recherches de fait, enfin nouveaux, on va dire pas en métropole en tout cas, parce que c'est quand même bien utilisé dans les pays chauds, mais on en a peu en métropole. L'idée, c'est qu'il y a un guide qui a été fait, et on trouve que ce guide est très bien fait, donc on vous recommande, voilà, si vous avez installé des brasseurs d'air, de vous fier au guide Brise dont j'ai mis le lien sur cette diapo. Et du coup, ben voilà, on a parlé des 5 actions. Nous, il y en a quand même une sixième qu'on souhaitait aborder, c'est la végétalisation. C'est-à-dire qu'on aura beau faire tout ce qu'on peut sur un bâtiment, s'il est sur un milieu hyper dense, minéral autour de lui, avec éventuellement des systèmes de climatisation qui rejettent aux abords du bâtiment, donc qui feront un petit îlot de chaleur, et ben globalement, on n'arrivera pas à faire en sorte que ce bâtiment il soit confortable
sans système actif de climatisation. Donc vraiment la végétalisation sur le bâti et les abords, c'est quelque chose de primordial pour affronter ces pics de canicule. Quelques résultats suite aux rénovations énergétiques globales qu'on a pu mener. Globalement, ce que je disais sur les bâtiments scolaires, c'est qu'on a des très très bons retours des équipes enseignantes. Le fait qu'on fasse une isolation globale du bâtiment, murs, façades, toiture, etc., qu'on remplace les fenêtres, qu'on mette en œuvre des protections solaires, euh, ça fait que sur la quasi-totalité des projets, le confort d'été est très significativement amélioré. On a juste des limites qui ont été constatées sur les projets urbains denses après 3 jours de canicule. C'est-à-dire qu'en fait, le bâtiment, il monte tellement petit à petit, sa température augmente et du coup, on n'arrive plus à le refroidir parce que l'air extérieur est trop chaud. Et dans ce cas-là, il n'y a que la mise en œuvre, selon nous, de modules adiabatiques sur les CTA qui permet de conserver un confort acceptable sans climatisation. Donc ça, c'est pour les bâtiments scolaires. Sur les autres typologies de bâtiments, que ce soit des bâtiments de bureaux, des médiathèques, etc., là, on a quand même des retours qui sont plus compliqués parce qu'il y a des attentes un peu plus fortes des utilisateurs sur la climatisation. C'est aussi des bâtiments qui sont ouverts plus largement en été que les bâtiments scolaires et qui sont globalement des fois plus denses, notamment sur le bureau, on a plus d'équipements informatiques. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué sur des systèmes passifs. Rapidement sur un groupe scolaire, les Romains là qu'on a rénové à Annecy, on avait des suivis de température que j'ai remis sur cette présentation. Vous voyez là les façades du groupe scolaire, alors, à la fois l'école élémentaire et l'école maternelle, qui ont été rénovées par une isolation par l'extérieur, avec des efforts faits aussi sur les brises-soleil dans l'ensemble du bâtiment. Et en dessous de chacune des parties de l'école, on a le suivi des températures moyennes. Donc, c'était une moyenne qui avait été faite par le mainteneur sur l'année, des températures ambiantes à la fois en période de chauffage en bleu et en période estivale, on va dire, où il peut y avoir un enjeu sur le confort d'été en orange. Donc on voit qu'en gros, les températures moyennes à l'intérieur des deux écoles, elles sont quand même plutôt acceptables parce qu'elles ne dépassent pas les 23,5, 24 degrés. Et pour être un peu plus précis que la température moyenne sur une période voilà, en occupation, on avait aussi sorti les données, savoir si on avait des heures qui dépassaient les 28 degrés en occupation. C'est un petit peu le seuil qu'on se fixe voilà, quand on essaye d'évaluer le confort d'été et connaître les pics de température. Et globalement, voilà, hors période de canicule, donc c'est-à-dire que sur un été normal, on n'avait pas voilà, en 2019, il n'y a pas eu de période vraiment caniculaire, on n'a pas eu de problème pour passer ces périodes-là. Euh, on va regarder là plutôt un autre groupe scolaire sur une période de canicule, donc avant l'été, là, en fin juin, début juillet, on a eu une grosse période de canicule qui s'est étalée sur plus de 2 semaines. Et du coup, c'était un groupe scolaire là qu'on avait livré au mois d'avril, donc on avait un suivi assez précis des températures dans l'ensemble des salles. Et c'est ce que je vais vous présenter là. Donc ce groupe scolaire, il a été rénové entièrement avec une petite extension qu'on voit. Donc la partie courante du groupe scolaire se trouve là sur la gauche de l'image et à droite c'est une extension sur un préau. Donc on a 2 salles de classe en étage, 3 salles de classe même en étage sur un préau. Donc un bâtiment qui a été construit en ossature bois avec globalement aucun contact avec le sol sur ces salles de classe qui sont du coup plutôt soumises un peu plus soumise, malgré le fait que ce soit un bâtiment neuf, au climat extérieur. On a fait un suivi des températures donc sur 3 salles de classe. Enfin, le suivi il est partout, mais on a étudié plus précisément 3 salles de classe. La classe qui est en jaune, là, qui est en rez-de-chaussée. Une classe qui est en gris, qui est donc dans le bâtiment existant qui était en béton, qui a été réisolé à l'étage, et une classe dans l'extension qui est dans donc une partie ossature bois, mais voilà, qui a très peu de contact, enfin qui a beaucoup de contact, on va dire, avec l'extérieur. Et globalement, on a regardé le pourcentage du temps où la température sur cette période dépassait 28 degrés et 30 degrés.
Et on s'est rendu compte que, sans surprise, la classe en rez-de-chaussée, donc qui est pas sous une toiture terrasse, qui est relativement bien protégée du soleil, parce que là, il y a une coursive qui a été largement créée, etc. Donc on a quand même une forte protection. Elle va jamais dépasser les 30 degrés. Elle est quand même montée à 27 degrés, donc c'est quand même pas négligeable, mais globalement, elle a jamais dépassé les 30 degrés. L'étage en rénovation, ben, il est un petit peu moins bien parce que forcément, il est un peu plus exposé au soleil. Et par contre, dans l'extension, on a vraiment eu des gros problèmes de confort d'été, ben, du fait d'une inertie un petit peu plus faible et du fait que ce soit plus soumis au confort, enfin, aux aléas extérieurs. Euh, voilà, cette analyse, elle nous montre quand même que globalement, les bâtiments qu'on a qui sont en béton, bah, ça vaut le coup de les rénover parce qu'ils ont quand même une inertie intrinsèque par rapport à un nouveau bâtiment qu'on va construire qui aura peut-être un petit peu moins d'inertie. Et ça montre aussi bah, qu'en fonction de la localisation pour un même bâtiment, on peut avoir des différences assez significatives et ça vaut le coup de se poser peut-être des questions en conception sur les zones les plus exposées, est-ce qu'il y a des traitements différentiels à prévoir sur ces zones? Sur ce groupe scolaire, à chaque fois, on avait quand même des modules adiabatiques qui fonctionnaient, y compris dans les salles où on a dépassé les 30 degrés. Donc, il y a un enjeu à essayer de renforcer peut-être la ventilation nocturne avec les modules adiabatiques pour faire en sorte que dans ces salles où on avait un inconfort, on arrive à mieux, enfin, à offrir un meilleur confort aux occupants. Et donc sur cette période-là, ce qui est représenté ici, c'est le fonctionnement d'un module adiabatique dans une des centrales de traitement d'air du site. Vous avez donc en orange la température de l'air neuf, qui représente, on va dire à peu près la température à l'extérieur du bâtiment, parce qu'on prend directement l'air neuf à l'extérieur. Et en bleu, l'écart entre cet air neuf qu'on a pris et l'air qu'on arrive à souffler dans le bâtiment une fois qu'il a traversé du coup l'échangeur qui est lui-même alimenté par l'air extrait qui est passé dans le module adiabatique. Donc en gros, une fois qu'il a fait tout le process de rafraîchissement. Et ça nous permet donc de montrer que on arrive grâce au module adiabatique, à gagner jusqu'à 7-8 degrés lorsque la température extérieure elle dépasse les 30-35 degrés assez facilement. Et donc ça, c'est quand même vraiment intéressant parce que rien que de gagner, on va dire 4-5 degrés sur un air qu'on soufflerait sur l'occupant, il a déjà une sensation de fraîcheur et c'est vraiment intéressant pour lui d'avoir cette sensation et c'est beaucoup plus intéressant aussi pour décharger les calories du bâtiment. On peut quand même constater que sur certaines parties là, du graphique, si on regarde l'échelle qui est sur la droite de l'écart air soufflé R9, qu'à certains moments, on est entre 0 et 2 degrés, donc plus 0 ou plus 2 degrés, c'est-à-dire qu'on va avoir tendance à réchauffer l'air qu'on souffle dans le bâtiment lorsque notre air extérieur est plus frais. Et ça, c'est un petit peu les difficultés que j'évoquais tout à l'heure sur la régulation justement de ces systèmes adiabatiques où on a encore des progrès à faire et des analyses fonctionnelles à améliorer pour faire en sorte qu'on ne réchauffe pas l'air extérieur quand on n'en a pas besoin. Les modules adiabatiques, comme je le disais tout à l'heure, le principe c'est d'injecter de l'eau dans un flux d'air. Donc il y a une consommation d'eau qui est associée à ces modules et à la ventilation via les centrales de traitement d'air. Ça a peu d'impact sur les consommations électriques. C'est pour ça qu'on j'en en parle pas. On va dire que ça a surtout un impact si on fait fonctionner la centrale de traitement d'air plus longtemps pour rafraîchir la nuit. Mais c'est pas vraiment une consommation propre, on va dire, au système adiabatique. Par contre, les consommations d'eau, là, on voit pour 9 salles de classe, donc c'était une centrale qui faisait 6000 mètres cubes heure. On est à 200-300 litres d'eau par journée de canicule, donc c'est quand même vraiment pas négligeable comme consommation. Donc il y a un réel enjeu à bien réguler ces modules adiabatiques pour limiter la consommation d'eau et pour être sûr qu'on s'en sert vraiment qu'au moment où c'est nécessaire. Voilà, une fois que j'ai présenté ce qu'on faisait, quelques retours d'expérience, voici les pistes sur lesquelles on travaille actuellement et sur lesquelles on est aussi preneur de différents retours d'expérience. Globalement, dans les pistes d'amélioration ou les choses qu'on est en train de faire, la première étape, nous, ce qu'on s'est dit suite au retour qu'on a eu sur les premiers brasseurs d'air livrés, c'est que c'était vraiment un dispositif à généraliser le plus possible, notamment dans les salles de classe.
Ça aide vraiment à passer s'il y a quelques jours de canicule ces journées-là. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on conseille maintenant à toutes les collectivités, la généralisation des brasseurs d'air. L'autre sujet qui nous préoccupe pas mal, c'est le sujet de la régulation, notamment sur les sujets du free cooling des modules adiabatiques. Et donc l'idée, nous, c'est qu'on arrive à étudier, capitaliser, faire communiquer les fabricants, les bureaux d'études sur ces sujets parce qu'on n'a pas encore trouvé voilà, la bonne méthode qui marche à tous les coups, on va dire. Euh, D'autres sujets aussi, et ça fait lien peut-être avec la présentation suivante sur les STD, c'est que dans nos marchés, contractuellement, en fait, on va demander des simulations thermiques dynamiques aux entreprises qui répondent à nos marchés pour nous montrer que à la fois l'engagement de performance énergétique de réduction des consommations d'énergie est atteint, mais surtout que le confort d'été est respecté dans la plupart des locaux. Et on se rend compte que les simulations thermiques dynamiques, en fonction des hypothèses qui sont prises, et notamment en fonction du fichier météo qui est pris, peuvent avoir des résultats très différents. Et ce fichier météo, si on le génère automatiquement, en gros, statistiquement, il va sortir un fichier qui peut être différent du même fichier météo généré par un concurrent. Donc, on a fait le choix, du coup, sur les prochaines consultations, de générer nous-mêmes les fichiers météo pour que pour les mettre à disposition des entreprises qui répondront à nos consultations. Et un dernier sujet, c'est qu'actuellement, sur nos marchés globaux, nos contrats de performance énergétique, on n'avait pas d'engagement strict sur la plupart des marchés sur les températures intérieures en été. On se basait uniquement justement sur les simulations thermiques dynamiques réalisées en conception. Et donc là, on est en train d'essayer de définir des clauses contractuelles pour qu'il y ait un engagement aussi sur ces températures intérieures en se basant sur des modèles de confort adaptatif, donc des calculs de température qui soient liés à la température extérieure aussi là-dessus. Voilà sur ce que j'avais à dire aujourd'hui. Je sais pas voilà, si Merci il y a des beaucoup, questions. Aurélie. Alors, il y a un certain nombre de questions qui sont dans le chat. C'est vrai que votre témoignage est toujours précieux parce que il y a beaucoup d'opérations que vous avez. Vous avez avec le suivi CPE pas mal de vrais résultats. Donc, c'est vraiment très intéressant ce type de retour. Donc, il y a un certain nombre de questions dans le chat. Je te laisserai les regarder. Il y en a une partie sur les questions de peinture blanche, mais elles ont été plus ou moins traitées en direct dans le chat. Il y a la question des consommations d'eau des modules adiabatiques, mais tu as répondu. Il restait une petite question d'acté là sur la mise en place de toutes les actions. En fait, c'est sur différents projets, pas spécifiquement sur les Romains ou sur le Val-des-Roses. Alors globalement, on va dire en dehors des brasseurs d'air, sur quasiment toutes les autres actions, elles étaient déjà généralisées. On va dire qu'on avait quasiment tout le temps l'isolation thermique du bâti, le travail sur les protections solaires, la ventilation de nuit, etc. Ce qui est apparu dernièrement, on va dire ces 2 dernières années sur les projets, c'était les modules adiabatiques et les brasseurs d'air. Sur les modules adiabatiques, voilà, on n'est pas encore à la généralisation parce que en fonction des climats sur lesquels on intervient aussi en Auvergne, etc. Il y a des endroits où on n'en a pas forcément besoin. Sur les brasseurs d'air, ça nous paraît intéressant pour le coup de le généraliser et c'est ce qu'on fait maintenant, voilà, sur l'ensemble des projets. Mais effectivement, là, j'ai présenté des actions sur tous les projets pour voir un peu, des fois de manière un peu plus emblématique, certains projets que d'autres. Merci beaucoup. On va passer à la présentation suivante. Je t'inviterai à regarder quand même les questions dans le chat et à y répondre si tu le peux. Il y a notamment cette question intéressante aussi. Entre la diabatique et le thermodynamique, est-ce que finalement on peut obtenir avec le thermodynamique des résultats peu ou prou équivalents à ce qu'il y a sur la diabatique? Je propose qu'on y réponde à la fin si on a le temps, mais qu'on laisse présenter chaque intervenant avant toute chose. Donc, je t'invite Aurélie à regarder les questions du chat, à y répondre si c'est nécessaire, et à la fin, on pourra revenir sur cette question notamment de comparaison ou de concurrence ou de solutions
comparable ou pas entre l'adiabatique et le thermodynamique. Merci beaucoup. Ça marche. Et du coup, on passe directement à la deuxième intervention de Karine sur voilà, les fichiers météo et vision prospective. Merci beaucoup, Karine, et je te laisse la parole. Bonjour. Oui, et bien effectivement, euh, Aurélie m'a passé le relais pour parler de fichiers météo. Donc c'est la question qui m'est posée aujourd'hui, qui est une question d'actualité, enfin tout à fait à l'ordre du jour. Elle a été mise à l'ordre du jour on a un réseau national d'échange sur la gestion de patrimoine immobilier en collectivité, donc qui est animé en commun, donc CEREMA Collectivité. Et cette année, ils avaient choisi, enfin, voilà, l'ensemble du groupe a choisi d'avoir une thématique confort d'été. Donc un groupe de travail dont j'étais l'animateur. Et nos travaux se sont orientés vers la fonction maîtrise d'ouvrage. Et ce qu'on a fait, c'est que on a essayé de mettre en valeur les éléments qui nous paraissaient être voilà, les principes qui allaient permettre de garantir la qualité des opérations. Et on a donc identifié comme ça une petite dizaine de principes. Le premier était l'exigence de STD. Vous savez en rénovation, on n'a pas systématiquement de la STD, mais donc le fait de faire une STD est important parce que c'est le seul moyen finalement de simuler un comportement de bâtiment et de pouvoir apprécier une température résultante en amont de la réalisation. Et vous voyez qu'en point de vigilance, on a identifié que le résultat dépend entièrement du fichier météo utilisé. De même, on a identifié le besoin d'une modélisation STD en climat du futur. C'est aussi pas systématique, hein, souvent on a une modélisation en climat actuel et on a à titre illustratif parfois enfin à titre on dirait un peu exploratoire mais sans critère de réussite, une modélisation en climat du futur. Et donc l'utilité, pareil que pour actuellement, c'est pour se représenter un résultat en amont et surtout se représenter un résultat dans un climat de demain que actuellement on n'a pas les moyens d'appréhender par le réel. Et donc dans les points de vigilance, on a à nouveau l'expression fichier de météo 2050 et équivoque. Effectivement, c'est fichier météo 2050, ça veut un peu tout et rien dire. Et donc on a une question là-dessus sur le choix du fichier météo. Donc, un fichier météo pour une modélisation, eh bien, c'est la résultante de deux choses. C'est deux étapes. C'est d'abord se représenter le climat, donc la donnée modélisée du climat d'aujourd'hui ou de demain. Là, ce qui m'intéresse dans ma présentation, c'est notamment le climat de demain. Et à partir de cette situation météo, c'est de construire un fichier représentatif de cette situation météo qui va pouvoir être utilisé pour faire des choses comme la modélisation. Donc la première étape, c'est se représenter le climat. Donc là, c'est donc pour donner un peu le ton. On est dans un changement climatique qu'on exprime en nombre de degrés de changement en température moyenne. Et donc on est sur du plusieurs degrés jusqu'à un ordre de grandeur qui pourrait être jusqu'à plus 5 degrés. Et pour mémoire, donc 5 degrés de différence, c'est la différence entre la dernière période glaciaire et le climat actuel en Europe, donc différence de climat, et puis du coup très grosse différence aussi d'environnement. Jusque-là, on a toujours donc une panoplie de scénarios climatiques, les scénarios du GIEC, avec une certaine diversité. Ces scénarios, c'est des scénarios qui ne tiennent pas compte des éléments que j'ai placés sur la droite, qui sont les éléments de point de bascule, enfin la possibilité de point de bascule sur un élément qui pourrait provoquer des phénomènes qui engendreraient des évolutions de température encore différentes. Donc en fait, les scénarios sont des scénarios qui sont des scénarios d'évolution dans la stabilité. Donc avoir une panoplie de scénarios, c'était inconfortable parce qu'on sait, voilà, on sait pas auquel se raccrocher, on manque de repères. Récemment, la France a choisi d'avoir une trajectoire de référence
pour l'adaptation. Donc, le gouvernement a fait un choix du scénario auquel il est utile et recommandé de s'adapter. Il est repéré, donc parmi les différents scénarios, il est repéré par des croix rouges. On voit que c'est un scénario plutôt médian. C'est pas un scénario ultra protecteur. C'est un scénario, on va dire, raisonnablement situé euh, parmi les différents scénarios et qui représente donc un plus 2 degrés à 2030 et plus 4 degrés à 2100, sachant que ce qui nous intéresse quand même pas mal dans le domaine du bâtiment, c'est 2050, puisqu'on est dans un ordre de grandeur qui est compatible avec la durée de vie de ce qu'on, enfin, la durée de vie sans nouvelle rénovation de ce qu'on construit. Voilà, par rapport au rôle des maîtres d'ouvrage, enfin, des gestionnaires de parcs qui ont une fonction de maîtrise d'ouvrage par rapport à des rénovations ou des constructions, c'est de définir les objectifs, c'est-à-dire quel est le niveau de confort qu'on veut dans un contexte météo donné. Voilà, quelle est la performance qu'on souhaite atteindre ou le niveau de service. Et pour accompagner la conception par le maître d'œuvre, c'est proposer, donc de choisir un scénario de météo prospectif. Voilà, ce qui nous amène à parler de ces scénarios prospectifs. Alors, je vais juste présenter un peu ce qui se produisait jusqu'à maintenant en termes de représentation des météos futures. Je donne un exemple sur Toulouse. Donc, on a un fichier moyenne météo 2000-2019, donc qu'on pourrait appeler climat actuel. Mais oui, climat d'aujourd'hui, même si on est dans un climat changeant et que donc ce qui est derrière nous n'est jamais tout à fait actuel. Mais voilà, on lui superpose un climat 2050 RCP 8.5, donc qui est le scénario le plus, en fait, voilà, le plus, parmi les plus durs. Et on pose par-dessus les mesures InfoClimat 2022. Qu'est-ce qu'on voit? Déception, en fait, on se rend compte que notre fichier Météonorme 2050, qu'on croyait être un fichier protecteur de demain, eh bien en fait, les mesures 2022 sont équivalentes. Alors que le climat, ce qui s'est passé en 2022, on n'est pas dans une canicule, comment dire, anormale de la période d'aujourd'hui, et donc on n'est pas non plus dans une situation, comment dire, qui nous challenge pour demain. Et donc, on est bien heureux d'avoir vu arriver une réponse Météo France et du CSTB, animée aussi par l'ADEME, qui est de fabriquer des fichiers météo efficaces pour représenter les situations futures selon la traque, à commencer par une référence, en gros, par zone climatique des réglementations thermiques, comme la RE 2020. Il s'agit d'un jeu de fichiers météo réglementaires. Oui, donc mon titre qui dit actuel, il faudrait peut-être que je le révise. Enfin, en tout cas, c'est le jeu de fichiers météo dont vous pouvez disposer. Ah oui, pardon, excusez-moi. Oui, donc les fichiers actuels réglementaires, donc RE 2020, sont aussi organisés par zone climatique. Avec la RE 2020, on a fait le choix de prendre comme référence la canicule de 2003. Et donc, on est déjà dans des fichiers qui sont intéressants par rapport à ce qu'a pu proposer la réglementation précédente, la RT 2012, puisqu'on tient compte d'une séquence chaude. Excusez-moi, je pensais être dans cette diapo. Voilà, donc les scénarios prospectifs qui viennent d'être construits par Météo France et le CSTB donnent donc pour chaque zone climatique un jeu de scénarios, de fichiers météo aux différents horizons. France à plus 2, donc 2030.
En gros, c'est l'échéance de livraison d'une opération qui se lancerait maintenant. Euh, donc un fichier météo pour 2050, en tout cas France à, 2000 à plus de 2,7 degrés, et un fichier météo plus 4 degrés. Et pour chacun de ces scénarios, on a une version météo courante et une version météo assortie d'une vague de chaleur représentative de ce qui voilà d'une vague de chaleur représentative de chacun des horizons. Et vous voyez sur le schéma donc la manière dont l'ajout de degrés a été appliqué sur chaque scénario climatique. Et donc, ces fichiers sont particulièrement intéressants ils sont représentatifs ils sont réellement représentatifs de la situation de demain. Et avec ces scénarios caniculaires, ils sont représentatifs de l'anomalie qu'il va falloir passer avec les bâtiments de qualité qu'on veut construire ou rénover. Alors, une illustration du résultat, c'est sur Macon cette fois-ci. Donc, on a à nouveau le fichier météo norme moyenne 2000-2019, le fichier météo norme 2050 RCP 8.5 tel que qu'on avait tendance à citer comme référence du futur avant donc que cette nouvelle proposition arrive. Et on superpose la track 2030, vague de chaleur, et là on voit que cette fois-ci, on a un réel contraste et on a un scénario météo qui va être beaucoup plus révélateur, beaucoup plus intéressant pour représenter une situation de difficulté climatique. Donc là, précédemment, je vais présenter en fait la dureté de l'entrant qui est le fichier météo. Et c'est intéressant de voir ce que ça donne en sortie. Donc là, par exemple, on a regardé le nombre de degrés d'inconfort au dernier niveau d'un bâtiment scolaire, plutôt de catégorie exemplaire, donc bâtiment bien conçu. On a choisi différents fichiers météo, entre guillemets, durs, des fichiers qui peuvent tous être considérés comme durs dans le secteur de Nantes-Tours. Ce qu'on constate, c'est que voilà, ils sont durs, mais absolument pas tous aussi durs, et que ça peut faire une assez forte différence. Donc, différence de 200 degrés heure, c'est pas non plus énorme. On est sur des bâtiments, un bâtiment plutôt exemplaire, avec un bâtiment donc peu performant. On a des différences en pourcentage qui sont moins visibles. Par contre, on a un nombre de degrés heure d'écart qui peut être énorme, puisque on varie de 1000 enfin, on a un écart de 2000 degrés heure entre le résultat de la modélisation qu'on va faire avec un des fichiers et le résultat qu'on obtient, par exemple, au maximum, avec le fichier track 2.7 pour tour. Voilà. Donc, ça, pour moi, c'est révélateur de l'intérêt à bien choisir son fichier météo et surtout de ne pas laisser ce fichier météo au choix libre du concepteur. Sinon, effectivement, on n'aura pas enfin, on n'aura pas des éléments probants de comparaison. Et surtout, si on choisit le moins révélateur, finalement, on reste dans la douceur et on pourrait passer à côté de solutions incontournables pour garantir le confort. Alors, une fois qu'on a fait ce bon choix de fichier météo, il faut se dire aussi qu'on a de toute façon des insuffisances dans la représentation du réel, mais insuffisances, bien sûr, qui sont en voie de résorption. On a la qualité des données, enfin, la disponibilité, la quantité, la disponibilité et la qualité des références météo est en très forte progression. C'est un objectif essentiel du PNAC. Donc ça progresse, mais voilà, on a encore, enfin, pour travailler dans de très bonnes conditions, on aurait besoin d'avoir
une donnée à une maille qui soit quand même plus fine, en lien avec la localisation du projet. On a besoin d'avoir les extrêmes climatiques, vraiment les situations difficiles. Donc ça progresse. Vous avez vu que dans les 8 fichiers qui ont été créés, on a la notion d'extrême qui est bien intégrée. On a l'effet d'îlot de chaleur urbain qui est quelque chose de capital. Ça amplifie beaucoup les températures nocturnes, mais actuellement, c'est pas inclus dans les fichiers qui sont mis à disposition. Ça arrivera, ça finira par arriver parce que l'enjeu est fort. Pour l'instant, on ne l'a pas. Et puis, on a des histoires d'aléas combinés. Par exemple, quand on croise des températures élevées avec une forte humidité, ben, ça influence beaucoup le confort. Et pour l'instant, ça ne fait pas franchement partie des modélisations parce qu'on a encore une difficulté à représenter l'évolution, par exemple, de l'humidité. Voilà, donc ça veut dire que pour concevoir des bâtiments dont on aurait la garantie qu'ils sont vraiment efficaces et pérennes, on a encore, voilà, on a encore, comment dire, un petit peu de chemin à parcourir en termes de modélisation. Voilà, il faut donc être vigilant, être alerte, ne pas passer à côté des occasions de mieux faire à chaque fois que c'est accessible, relativement facile ou accessible, et savoir que, on a encore à apprendre. Alors, sur le fait qu'on a pour l'instant un fichier unique par zone, est-ce que c'est gênant? Est-ce que c'est frustrant d'avoir le fichier de Tours quand on est à Nantes? Est-ce que c'est gênant d'avoir le fichier de Marignane quand on est à Salon de Provence? Eh bien, ça dépend. Là, sur la gauche, vous avez donc une comparaison des résultats en nombre d'heures au-dessus de la température d'inconfort. Donc, on a pris des fichiers météo de nature équivalente sur Nantes et sur Tours pour deux bâtiments. Et on voit que on n'a pas une différence entre les deux colonnes qui est capitale. Voilà, donc là, on serait dans un cas où peut-être c'est pas très gênant de ne pas avoir exactement le fichier du lieu. Euh, Géographiquement, hein, je ne parle pas d'ICU. Et puis sur la droite, donc c'est une qualification de la variation de l'indicateur de dureté estivale dans les Bouches-du-Rhône. Et là, on voit, vous n'avez pas la légende, mais moi je sais qu'on a un très fort contraste et que, il y a certainement un enjeu à ne pas avoir le même fichier météo pour un projet qui serait situé à Pertuis et un projet qui serait situé à Martigues. Là, il semble y avoir un enjeu. On est loin de chez vous en aura, mais on est peut-être entre les deux. Après, sur l'effet d'îlot de chaleur urbain, je pense que tout le monde voit de quoi il retourne, hein. C'est donc la matière urbaine qui emmagasine l'énergie solaire, qui la restitue la nuit. Et donc, on a des températures nocturnes qui sont plus élevées qu'en campagne ou en périphérie. Et là, il y a un enjeu très fort puisque la décharge thermique devient problématique en période de canicule. Quand on cumule des températures nocturnes élevées de type nuit tropicale avec un effet d'îlot de chaleur urbain, c'est-à-dire que la nuit tropicale qui pourrait être à 20 ailleurs, 20, 22, eh bien, elle va être peut-être à 23, à 26 en ville. Et là, le rafraîchissement nocturne ou le rafraîchissement à l'aube ne fonctionne plus. Voilà. Et donc là, on a quelque chose de très important à examiner et à intégrer sur cette situation d'îlot de chaleur urbain. Et puis, on a la question de la représentativité de la séquence caniculaire qu'en général, on fixe dans un fichier météo. On va placer naturellement la séquence caniculaire au milieu de l'été, enfin, en tout cas, plutôt, on va dire, fin juillet jusqu'à parce que l'occurrence est la plus forte. Or, bien évidemment, actuellement et à terme, on a aussi une récurrence des canicules, de canicules potentiellement fortes au mois de juin et jusqu'à début juillet et en septembre, notamment pour les bâtiments scolaires. Et on va forcément pour autant travailler avec des fichiers
qui sont des fichiers toute typologie et qui vont placer cette canicule en cœur d'été. Voilà, donc il faut trouver des astuces pour, euh, pour arriver à travailler quand même correctement sur les bâtiments qui vont être fermés pendant cette période-là, pour pouvoir tenir compte de ces canicules qui, pour autant, ont une occurrence aussi dans les périodes d'ouverture. Voilà, donc je vous ai amené pas mal de considérations sur la vigilance à avoir pour le choix des fichiers météo. Globalement, l'annonce, c'est que les fichiers météo qui sont à disposition sont de plus en plus pertinents et vont beaucoup aider à challenger les projets et que c'est aussi des sujets sur lesquels vous pouvez vous faire aider par voilà, des bureaux d'études ou des services publics qui se sont bien penchés sur ces questions et qui peuvent vous aider à trouver votre voie dans ces ressources. Merci beaucoup, Karine. C'est vraiment passionnant. C'est vrai que j'avais vu la présentation, mais avec les commentaires, c'est mieux. Euh, il y a quelques questions dans le chat et je te laisserai aussi les regarder à tête reposée, si je puis dire, et y répondre. Il y en a une première, c'était effectivement sur les épisodes de canicule. Est-ce qu'ils sont toujours placés en été? Tu viens d'y répondre. Bah, il faut s'arranger pour faire en sorte que ça puisse arriver aussi en juin, en mai ou en septembre, parce qu'effectivement, pour les établissements scolaires, ça peut arriver à n'importe quel moment. Et puis la deuxième remarque que j'ai notée dans le chat, c'est la question sur aujourd'hui. Donc du coup, ce que vous recommandez, vous, c'est d'utiliser ces fichiers track. Oui, alors pour ce qui est des bâtiments scolaires, eh bien, l'ARE 2020, par exemple, a fait le choix de faire en sorte que la modélisation, elle court sur tout l'été. Voilà, c'est une option. Soit on fait comme si le bâtiment fonctionnait l'été, soit, effectivement, il y a aussi du bricolage, d'essayer de décaler cette séquence caniculaire au mois de juin pour avoir quelque chose de représentatif, mais ça demande un travail sur le fichier météo. Et pour faire un travail propre, c'est pas évident. Et après, sur la recommandation, oui, bien entendu, on recommande d'utiliser ces fichiers track. Et alors, bon, lequel, évidemment, ça va toujours être en relation avec l'objectif que vous fixez en termes de résultats. Si on choisit le scénario 2100 le plus dur, avec canicule, on peut pas demander au maître d'œuvre de réussir une performance élevée avec du passif. Voilà. En fait, il faut avoir quelque chose d'assorti entre l'exigence qu'on fixe et le scénario météo qu'on vise. Et donc, voilà, il y a un choix à faire, mais en tout cas, un scénario 2030 caniculaire, c'est impératif d'y faire face puisque c'est la situation qu'on va avoir demain. Donc celui-là, Il est actuel, si on peut dire. il est actuel, il est incontournable. Voilà. Alors en parallèle, effectivement, ça vaut le coup de regarder un peu comment on se situe par rapport à la ville où cette référence a été étudiée. Voilà, de avoir des notions de voilà comment le climat de ma ville se situe par rapport au climat de référence de la ville de référence. C'est Donc, on ne les prend pas pour argent comptant, mais il faut quand même les regarder avec une certaine intelligence. Alors, il y a pas mal de questions là sur où est-ce qu'on trouve ces fichiers. Alors, ces fichiers sont publics. Alors, comment on les trouve? Hakim va répondre à ma place. Peut-être qu'il saura Oui, mieux que oui, moi. oui, ils sont en open data sur le site de l'ADEME. Vous tapez fichier météo N'hésite pas prospectif à mettre track. le lien dans le chat, hein, à la limite, ce serait peut-être. Bah, écoute, je le mettrai. Ou même Karine, si tu Oui, veux. Mais oui, d'accord, je donc vous le c'est des trouve. fichiers ADEME sur le site ADEME alors. Ouais, en open data. Ouais. Et puis, bon, on va arrêter là pour cette présentation. Merci beaucoup, Karine. Je vois il y a quand même pas mal de questions. Ça intéresse beaucoup. Je pense qu'on n'a pas fini d'en parler, hein, de ces fichiers, parce qu'effectivement, c'est étonnant comme, vu l'importance que ça a, ces fichiers météo, il est temps qu'on s'en préoccupe. C'est, c'est vraiment important et je pense il y aura d'autres présentations et d'autres interventions sur ce sujet dans les prochains mois. Voilà. Merci beaucoup, Karine. Je te laisse répondre à quelques questions du chat si tu le souhaites. Et puis, on peut passer à la présentation d'Hakim pour clore le webinaire. Et ben voilà. Est-ce que ça passe bien? Ouais, c'est parfait.
Nickel. Bah écoutez, bonjour à toutes et tous. Hakim Amadou du service bâtiment de l'ADEME. Je vais vous présenter un nouveau dispositif qui va permettre d'organiser, de moins de réaliser un peu du retour d'expérience et de capitaliser de la connaissance sur le sujet et qui, je trouve, se complète bien avec les présentations de la SPL d'Aurélie et puis de Karine, où on voit bien qu'il y a déjà beaucoup d'initiatives et des choses qui sont intéressantes testées dans les bâtiments, qu'on a euh, une réflexion et des éléments sur les fichiers météo prospectifs et les futures vagues de chaleur auxquelles on va devoir faire face, et le besoin impératif de multiplier les retours d'expérience, de pouvoir multiplier, du moins d'avoir plus de connaissances, d'organiser ces connaissances, et surtout, et aussi de pouvoir les mettre à disposition des acteurs de la filière bâtiment. Et donc ce programme-là qui s'appelle la date Bâti Confort, qui est un programme financé essentiellement par les certificats d'économie d'énergie, un peu par l'ADEME, mais surtout par les certificats d'économie d'énergie, est une initiative conjointe de plusieurs opérateurs, dont l'ADEME, mais aussi le CEREMA, le CSTB, qui a associé également des centres de ressources du réseau bâtiment durable, notamment pour la question euh, de la diffusion des retours d'expérience aux acteurs du bâtiment, et puis de l'agence qualité construction, qui a aussi de l'expérience dans les territoires ultramarins sur ces sujets-là, qui ont une bonne longueur d'avance sur nous. Donc ce programme-là, qui a fait l'objet d'un arrêté ministériel, donc, qui est créé depuis le mois d'août dernier, il commence à rentrer dans sa phase opérationnelle, et c'est ce qui voilà, justifie aujourd'hui qu'on puisse vous le présenter, et notamment dans son volet de recrutement des opérations qui vont pouvoir faire l'objet d'un accompagnement et d'un petit coup de pouce pour aider des maîtres d'ouvrage à réaliser des actions, un peu comme l'a montré Aurélie tout à l'heure sur ses bâtiments. L'idée, c'est de pouvoir accompagner 50 projets dans 4 régions, dont la région Aura, sur une période. Tous les projets C2E sont contenus dans il y a toujours un début, une fin. Là, ça va s'arrêter fin décembre 2029, avec un volet très terrain opérationnel, donc avec un accompagnement sur 50 projets, et puis avec en complément une couche, un apport scientifique et technique conséquent qui va permettre d'encadrer l'évaluation des performances de ces bâtiments en utilisant un cadre standardisé, des données standardisées. Vous en avez eu un exemple avec la présentation de Karine, notamment sur le choix des données météo. Donc là, sur tous les projets, on aura une homogénéité sur le choix des hypothèses météo, mais aussi sur d'autres hypothèses pour simuler les bâtiments. Pour simuler les bâtiments, mais pas seulement, mais pour suivre les résultats par des campagnes de mesure sur ces bâtiments avant la mise en œuvre des actions et travaux, et après la mise en œuvre des actions et travaux, avec une méthodologie, un mode opératoire qui sera homogène pour chacun des bâtiments, ce qui permettra de favoriser ensuite la capitalisation des résultats, soit par geste, donc par action, soit par famille de destination de bâtiments, par exemple les écoles. Voilà, donc je peux peut-être passer à l'étape. Voilà, cette diapo-là, elle résume un petit peu ce que je vous ai dit là, simplement sur les acteurs, mais mettre en évidence un peu le point central, qui est, c'est un projet qui mixte l'ingénierie publique et l'ingénierie privée. L'accompagnement, les 50 projets, ce ne sont pas ni le CEREMA, ni le CSTB, ni l'ADEME, ni les centres de ressources qui vont accompagner et réaliser de l'assistance technique pour ces projets-là, mais des bureaux d'études, donc de l'ingénierie,
que l'on va mettre à disposition. Donc, ça va être pris en charge intégralement par les certificats d'économie d'énergie. Et donc, ces AMO vont avoir pour mission de dérouler l'ensemble de l'offre Adapt Confort, depuis de l'assistance technique à maîtrise d'ouvrage, en début de projet, en début de conception de projet pour de la faisabilité technique, financière, simulée par de la simulation, la pertinence des actions et des travaux selon la localisation et les données météo qu'on choisira en météo courante ou en météo projetée. C'est aussi les AMO qui vont dérouler les campagnes de mesure suivant la méthodologie qui sera adoptée par le projet. Et c'est aussi des AMO qui vont être à l'interface avec les usagers pour recueillir leur avis et leurs sensations de confort ou d'inconfort dans les bâtiments. Un autre aspect peut-être à mentionner, c'est un groupe Reflet Innovation dans ce programme-là. Donc, on souhaite aussi être perméable à l'innovation technologique, notamment d'entreprises, d'offreurs de solutions. L'idée, c'est pas de tester, c'est pas de faire de la R&D, hein, mais c'est plutôt de pouvoir détecter des solutions innovantes qui sont sur étagère, peut-être pas encore utilisées ou mises en œuvre sur le terrain, et de pouvoir voilà, les AMO, pouvoir s'appuyer sur utiliser ces solutions-là, les aider à les conseiller et aux maîtres d'ouvrage de pouvoir les prescrire dans les cahiers des charges et les réaliser par les entreprises. Euh, la cible sont les bâtiments existants. Donc, on va cibler des bâtiments qui ont déjà vécu des surchauffes ou, si possible, avec des surchauffes qui ont été caractérisées avec des données notamment de suivi de température, par exemple. C'est des maîtres d'ouvrage qui souhaiteront aussi mettre en œuvre ces actions, des travaux qui pourront être des solutions techniques, mais aussi organisationnelles. Euh, et c'est un programme qui n'a pas vocation à faire de l'étude pour l'étude. C'est vraiment voilà, la sélection des opérations. Ce sont des projets des maîtres d'ouvrage qui ont une intention, qui auront la capacité de pouvoir ensuite réaliser des travaux. Au-delà de pouvoir candidater à un programme d'intérêt scientifique et d'envergure nationale, donc là, le bénéfice sera l'accompagnement AMO que j'évoquais, mais aussi une petite aide aux travaux que je détaillerai un tout petit peu après, qui va pouvoir permettre de prendre en compte les surcoûts liés au traitement du confort d'été. La priorité en termes de cible vont être les bâtiments de l'enseignement et de la petite enfance, du secteur médico-social et sanitaire, donc médico-social, EHPAD et sanitaire hors bâtiment à process de soins. On pourra aussi accepter du logement collectif, notamment du logement social, mais aussi des bâtiments à usage de bureau. Pourquoi à usage de bureau? Parce que c'est un secteur de bâtiments qui est fortement climatisé et pour lequel les enjeux de réduction de consommation d'énergie peuvent être importants pour mixer des solutions qui reposent à la fois sur du passif, mais aussi sur des solutions actives. On aura l'AMI que je présente là, il aura deux temps. Il y a une première session qui est en cours et qui permet aux maîtres d'ouvrage de déposer des candidatures jusqu'au 16 février prochain. Et on aura une deuxième session qui sera probablement lancée d'ici la fin de l'année 2026. L'aide potentielle aux travaux, elle sera limitée à 10% du coût de certains postes de travaux que j'ai listés là, qui sont typiquement les postes dont on sait qu'ils apportent une efficacité, qui ont un intérêt d'un point de vue du traitement du confort d'été.
les occultations extérieures performantes, les vitrages, des vitrages innovants, notamment avec des facteurs solaires faibles, les brasseurs d'air plafonniers, évidemment. Je profite de ce sujet-là, brasseurs d'air, pour signaler qu'on va très prochainement diffuser les résultats d'un programme qui s'appelle Brasse 2, qui sera disponible sur la librairie ADEME et sur lequel vous allez pouvoir télécharger une base de données sur 51 modèles de brasseurs d'air plafonniers dans lequel vous allez retrouver la vitesse d'air en différentes positions, assises, debout, suivant que vous soyez sous le brasseur ou dans sa zone d'entraînement, donc en périphérie du brasseur. L'effet sur la baisse de température ressentie, euh, 2, 3, 4, voire 5 degrés suivant certains modèles, et une donnée aussi très précieuse qui est la puissance acoustique et qui permet de faire son choix du brasseur suivant aussi ses contraintes en termes d'usage, de zone d'usage, par exemple, quel type de brasseur utiliser en zone de sommeil. Voilà, parenthèse fermée sur les brasseurs d'air. Le renforcement de l'inertie à l'intérieur du bâtiment, par exemple, s'il y a un recloisonnement, de pouvoir avoir un recloisonnement qui soit qui ait plus d'inertie. Recourir plus fortement à la ventilation naturelle pilotée. Donc, on a vu un exemple avec la SPL et les contraintes que ça peut poser. Donc là, et des solutions qui doivent être adaptées et puis bien pilotées et gérées. Et puis une palette de solutions d'apport de rafraîchissement actif dont on sait que pour certains locaux ou certaines conditions plus dures en termes de canicule ou d'épisodes caniculaires, la combinaison de leviers passifs avec des leviers actifs, de froid actif, s'avérera indispensable. Donc, on pense au rafraîchissement adiabatique, mais on peut avoir du rafraîchissement thermodynamique, par exemple, les puits climatiques ou hydrauliques. Voilà, il y a, il y a toute une panoplie de solutions techniques possibles, pourvu que, en phase d'assistance technique à maîtrise d'ouvrage, donc avec nos AMO, on démontre la pertinence d'une ou plusieurs de ces solutions associées au bâtiment selon son usage et qu'on puisse effectivement vérifier dans un premier temps par le calcul, par la simulation, avec les bons jeux d'hypothèses que ce sont des solutions qui pourront traiter les conditions d'inconfort en minimisant fortement les consommations d'énergie. En termes de projets, de type de projet attendu, on a trois cas de figure que je voulais vous présenter possibles qu'on cible. C'est soit vous avez un bâtiment qui est en phase de programmation de rénovation. Vous avez passé la phase du programme, mais vous n'aurez pas un APS validé, c'est-à-dire qu'un avancement en termes d'études qui aura passé l'APS à l'automne 2026. C'est-à-dire une phase, nos AMO intervenant pendant l'été 2026, c'est une phase dans laquelle le projet est encore ouvert et perméable à l'introduction de solutions et de solutions qu'on a évoquées là. Donc, ça veut dire qu'au moment où vous déposez sur un projet de ce type-là, vous avez au moins un calendrier prévisionnel d'études et de travaux. De travaux aussi parce que, comme je vous l'ai présenté en introduction, le programme il a une fin 2029. Donc, il faut qu'on puisse observer au moins pendant 2 étés l'efficacité de ces solutions-là. Et donc, pour ce cas-là, il faudrait que les travaux n'aient pas aient été achevés avant la fin du premier trimestre 2028. Les prestataires d'ingénierie, vous en aurez forcément sur ce type de projet-là. Alors, ils sont au moment où vous candidatez, ils ne sont pas forcément connus, donc ils pourront l'être dans une phase ultérieure. Et notre AMO donc, sera en échange et en discussion et en travail collaboratif avec votre équipe de maîtrise d'œuvre. L'autre cas de figure, le cas 2, c'est des bâtiments qui peuvent être récents, ou ayant été rénovés, sur lesquels il y a pas de projet de rénovation, parce que récent ou déjà rénové, mais qui souffrent de la chaleur et qui nécessitent des travaux ponctuels.
Et donc là, on a aussi la capacité, on s'est dit que c'était un cas aussi de figure intéressant où on pourra, notre AMO, et puis faire bénéficier d'aide aux travaux et de toute la méthodologie pour le suivi et l'instrumentation. Donc on a dans le viseur, par exemple, des maîtres d'ouvrage qui lancent des plans de travaux monogestes, par exemple, avec, bah, voilà, on intervient pour changer les fenêtres ou mettre des volets roulants, et qu'à cette occasion-là, ben, on se dit, bah, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux, de rajouter pour pouvoir traiter de manière efficace ces périodes d'inconfort en recourant à des occultations extérieures peut-être plus performantes, en ajoutant des brasseurs d'air, et s'il y a une ventilation par CTA, et ben d'ajouter un caisson adiabatique par exemple, et d'avoir avec deux, trois ou quatre solutions qui permettent de pouvoir passer un peu mieux les canicules. Et puis un troisième cas, alors c'est pas le cas le prioritaire, mais on s'est dit que bah, c'était peut-être intéressant d'ouvrir pour couvrir un peu l'objectif de capitalisation de connaissances. On sait qu'il y a des maîtres d'ouvrage, et d'ailleurs l'ASP Lozé en est un bon exemple, qui ont des projets déjà assez approfondis de ce point de vue-là, et qui pourraient voilà, bénéficier uniquement de la couche suivi, instrumentation, suivi, évaluation. Donc pas forcément d'aide AMO, pas d'aide AMO ni d'aide aux travaux. Donc des projets qui peuvent être là déposés en phase conception avancée, voire en début de travaux, pourvu que, donc on s'est fixé là sur la frise, le 4.3, bah, que là les travaux soient finis fin de, 2027, justement pour pouvoir déjà dès l'été 2028, pardon, excusez-moi, travaux finis fin premier trimestre 2027, pour pouvoir dès l'été 2027 pouvoir observer déjà les résultats sur des projets ambitieux d'un point de vue du confort d'été. Vous retrouvez sur une adresse sur la page d'après le téléchargement du cahier des charges, et vous verrez l'ensemble des critères de sélection. Donc, qui sont déjà les critères que je vous ai déjà cités. Je rajoutais juste, on sera très sensible et attentif à la capacité des maîtres d'ouvrage à impliquer ces usagers, et à faire en sorte que nos AMO travaillent en bonne concertation avec les acteurs du projet, et notamment des usagers. La composition du dossier de candidature, on l'a voulu la plus simple possible à ce stade-là. Une lettre d'engagement, notamment pour observer, vérifier la capacité, vos capacités d'implication des usagers et le rôle facilitateur que vous pourrez apporter. Un questionnaire sur votre patrimoine, quels sont les bâtiments que vous proposez, leurs caractéristiques, une petite présentation au format PowerPoint en 10 slides maximum, et puis une attestation de santé financière pour les entreprises, donc les collectivités n'auront pas à la remplir. Là, vous avez à gauche bah, l'adresse Internet sur lequel vous pouvez déposer les dossiers. Quand vous allez cliquer sur cette adresse-là, vous allez tomber sur la fenêtre à droite, et vous pourrez cliquer Connectez-vous pour déposer un dossier, et vous serez guidé page par page pour saisir des informations. Vous allez commencer par rentrer les informations vous concernant, administratifs, les contacts, quelques informations sur la description de votre projet en quelques lignes. Vous aurez à rentrer le coût total de votre projet. Alors, à ce stade-là, c'est une donnée indicative, c'est pas déterminé à ce stade-là, mais c'est parce que comme ce dossier-là, il peut donner lieu aussi ensuite un dossier d'aide à l'investissement, donc les fameux 10%. Donc on rentre déjà cette donnée-là, et le montant d'aide prévisionnel que vous souhaiteriez avoir sur votre projet, qui est aussi très indicatif, qui est une donnée indicative à ce stade-là. Et puis vous terminez par télécharger les 4 documents euh, que j'ai euh, que j'ai présentés sur la diapo précédente. Voilà, donc on est, nous, l'équipe Cerema, CSTB, ADEME, à votre disposition. Vous avez nos adresses, et vous pouvez nous poser des questions sur s'il y a des éléments complémentaires que vous souhaiteriez obtenir sur cet appel à projet, ou vous guider dans le dépôt de dossier. Et en termes de calendrier, donc je vous indiquais la date butoir du dépôt des candidatures au 16 février. On aura ensuite, pour un certain nombre de projets, des auditions d'1 heure en visioconférence. Donc, vous n'aurez pas à vous déplacer.
entre la mi-mars et la fin mars et on annoncera les résultats au mois d'avril pour pouvoir démarrer l'accompagnement tel que je vous l'ai présenté dès le mois de mai prochain. Voilà. Merci beaucoup, Hakim, hein. C'était très clair, je pense très, très précis. Il y a une ou deux questions qui sont posées dans le chat. Alors, une remarque de Violaine Dugeoffroy de la LEC de Grenoble sur le calendrier pas facile à tenir en période électorale, mais bon, Mm. je sais pas, mais c'est la vie. Je vais dire. Ouais, on peut pas faire autrement, ouais, effectivement, et il faudra concilier ce calendrier électoral avec celui du dépôt des candidatures. Et puis une deuxième question, toujours de Violaine, sur le projet de rénovation globale, ou est-ce que c'est juste une action sur une opération qui n'est pas en réno global, quoi? Pardon, j'ai pas compris la question. Bah, Le doit-il K3? s'agir d'un projet de rénovation globale ou est-ce que ça peut être simplement un programme d'intervention sur le confort d'été, Oui, par oui, tout exemple à sur une fait. école? Oui, oui, tout à fait. Le K2, c'est typiquement ça, c'est que bah, vous avez une école, il n'y a pas de projet de rénovation. Parce qu'un bâtiment récent, par exemple, ou qui est pas, même s'il n'est pas récent, il n'est pas prévu dans une programmation de travaux de rénovation ou de rénovation globale. Et le maître d'ouvrage, la collectivité se pose la question des solutions, des actions ponctuelles qu'il peut intégrer dans son bâtiment pour pouvoir mieux passer des étapes, du moins les étés, et notamment éviter bah, ces fameuses périodes, du moins un peu clés de juin et septembre, où en juin, on a pu constater, bah, lors de la précédente canicule, par exemple en 2025, il y avait plus de 2000 écoles qui avaient dû fermer. Hmm. Et ces solutions-là, est-ce qu'elles peuvent voilà, éviter de pouvoir et tenir quelques jours supplémentaires, voire quelques semaines supplémentaires, éviter ces périodes de fermeture? Bien, encore une autre question, cette fois d'Agnès Séné de la région. Quels sont les critères de sélection des projets? Alors, les critères de sélection des projets, ça va être bah, la reproductibilité du projet. Bah, il ne faut pas que ce soit des projets qui sont un plan architectural ou sur un plan des usages, où voilà, on est des choses trop compliquées. La motivation du maître d'ouvrage, l'intérêt que portera le candidat à notre appel à projet, sa capacité à faire des travaux dans la période que j'ai indiquée tout à l'heure, c'est-à-dire avec des travaux qui soient terminés avant la fin du premier trimestre 2028. Et puis que son avancement d'études, bah, voilà, il soit pas trop avancé pour qu'on puisse interfacer une mission d'AMO pour laquelle ouais, je précise à nouveau que son intérêt, c'est un peu de répondre à un certain nombre des questions qu'on a évoquées lors des deux premières présentations. Quelle solution efficace, adaptée, comment je dimensionne. On a parlé des brasseurs d'air, oui, très efficaces, mais s'ils ne sont pas correctement choisis, dimensionnés, à quelle hauteur du plafond, espacement entre brasseurs, distance entre les murs, pour qu'ils apportent les 2, 3, 4 degrés de température ressentie en moins et qui permet d'apporter voilà, une réponse sobre et efficace. La batterie CTA adiabatique, quid de son dimensionnement et de son pilotage et jusque dans ses réglages et les schémas fonctionnels en lien avec le système de ventilation de manière plus globale. Voilà, d'avoir vraiment de l'apport d'expertise et d'AMO pointu sur ces projets, de pouvoir vérifier qu'on atteint des résultats satisfaisants, donc par de la simulation, et puis d'observer ensuite après sur le terrain, après mise en œuvre, en situation in situ, l'efficacité de ces dispositifs-là et l'acceptabilité de ces solutions-là ou leur appropriation voilà, par les usagers et ceux qui sont en charge du pilotage, de l'entretien et de l'exploitation du bâtiment.
Oui, on comprend bien. En fait, ce que vous souhaitez, c'est pas simplement des projets, c'est des partenariats avec des gens qui vont faire progresser l'intérêt collectif, enfin les études collectives et les résultats, et qui donc vont pouvoir fournir Complètement. un contexte favorable à faire toutes ces études et à objectiver tout un tas de paramètres qui peuvent être de l'humain, qui peuvent être de la technique ou d'autres. Et donc, Complètement. C'est pas un guichet d'aide au financement de travaux. ouais. Voilà, on a embarqué une aide aux travaux pour qu'il y ait une carotte aussi et de pouvoir partager le risque financier avec le maître d'ouvrage, de l'aider à mettre en œuvre un certain nombre de solutions, mais c'est pas l'essentiel du dispositif. Voilà. Il y a une dernière petite question là sur la question d'un CPE. Est-ce qu'un CPE peut intervenir aussi dans le cadre de l'AMI? La question exacte, c'est est-ce que la mise en Euh, place d'un CPE peut faire partie de l'AMI? Ouais. ouais, il y a pas de, je vois pas de, comme ça, je vois pas de difficulté particulière à partir du moment où le CPE il est pas trop avancé, que vous avez un marché donc passé, un marché global, où vous êtes au début de l'étape conception ou même en phase de préparation du marché. Ce qui va être déterminant, c'est le calendrier de mise en œuvre. C'est-à-dire il faut pas, il faut vraiment on ait systématiquement la possibilité de pouvoir dérouler des campagnes de mesure après les travaux et d'observation sur au moins un été. Voire Ouais. deux, c'est idéal, mais au moins un été. Et du coup, il faut aussi que le titulaire soit volontaire parce que du coup, c'est lui qui va être aussi impacté parce que ces Oui, solutions oui. vont devoir Et donc ça veut s'adapter. dire que quid de sa capacité aussi, quand il va répondre, à pouvoir intégrer un intervenant supplémentaire et donc des prescriptions qui vont s'ajouter ou être ou devoir s'intégrer à son projet qu'il a pas prévu. S'il n'a pas prévu des brasseurs d'air, il faut bien qu'il les fasse rentrer dans ses marchés. Donc, merci beaucoup. Par rapport aux échanges, je vois qu'il y a quand même quelques autres questions et puis il y en aura sans doute à l'avenir. Tu as cité les trois noms là avec aussi Cédric Lantillon et je sais pas qui du CSTV. Est-ce que Laetitia Rocamena. voilà, et est-ce que votre idée, c'est que chacun prend contact avec vous et vous discutez avec l'un ou avec l'autre en duo? Ou est-ce qu'il y a aussi une espèce de foire aux questions? Comment Il vous y a une avez foire aux organisé? questions qui sera publiée sur notre site internet du projet qui est en cours euh, et qui est déjà disponible. Il y a déjà, et qui sera même diffusé même avant, puisqu'on a eu un webinaire de présentation par nos partenaires centres de ressources. Mais voilà, donc vous pouvez prendre contact avec moi dès que vous avez une question. Et en fonction de la nature de la question, soit je réponds, soit je fais suivre à Cédric ou Laetitia. Il y a une question sur les projets mutualisés, mais j'imagine que oui, si c'est plusieurs écoles en même temps, ça ne dérange pas en fait. Non, vous pouvez déposer effectivement un projet concernant plusieurs bâtiments. Donc ça, c'est bien. Bah, je propose qu'on arrête là. Merci beaucoup. Je précise quand même que les présentations seront disponibles sur le site rénotertiaire-aura.fr le plus vite possible. Sinon, alors je sais pas si tu peux remettre dans la conversation, mais c'est hakimamadou@tadem.fr ou c'est Hachamadou, je me rappelle plus si De quoi, mon adresse mail? ouais, ton adresse mail peut-être tu peux la Euh, remettre dans le. ouais, Ouais, elle était sur ta présentation, mais Hakim.amadou, mais je la mets là. oui, comme ça vous avez tous les contacts. Pareil pour Karine Jean et pour Aurélie Duparchi de SPLOZ, si vous voulez les contacter en direct, vous pourrez sans problème. J'espère que ça nous aura fait avancer. En tout cas, ça a fait des belles perspectives et c'est vrai que j'étais en train de me dire, c'est sans doute dans le centre de ressources, on essaiera de prévoir pour l'année prochaine un espèce de parcours confort d'été parce qu'il y a plein de dimensions. On a vu des dimensions techniques sur les brasseurs d'air, on a vu des dimensions de calcul, de bureaux d'études et d'implication. Il faudra sans doute qu'on voit comment on va vers les bureaux d'études, notamment pour tous ces fichiers météo là. Et en tout cas, on a de quoi faire un bon paquet de webinaires, mais peut-être aussi des formations dès l'année. Oui, j'en ai pas parlé des formations, mais parce que je voulais présenter en priorité l'AMI. Mais voilà, si tu me permets juste une seconde, dans le cadre de notre programme, on a aussi un programme de formation pour la maîtrise d'ouvrage et des modules experts pour les prescripteurs qui vont s'organiser. Mais dès le début de l'année 2026,
On a une première sur les 4 régions. On aura une première formation qui va être à Lyon en mars et ensuite Marseille, Toulouse, Bordeaux, Montpellier. Voilà, vous aurez de toute façon sur le site du projet bah, les dates des formations, les lieux d'inscription dans les différents centres de ressources. Et je viens de mettre le lien pour télécharger les fichiers prospectifs Météo France calés sur la track Super. qu'on a présenté tout à l'heure. Merci beaucoup. Et donc, je t'invite aussi à nous informer. Donc, sur le site Renault Tertiaire, on essaiera de tenir à jour les actualités avec tout ce qui vient d'être dit. Merci beaucoup à tous. Je vous souhaite de passer des bonnes fêtes de fin d'année. Merci à nos 3 intervenants, Karine, Aurélie et Hakim. Et puis, Merci à à toi. l'année prochaine. Voilà. Bonne fin de À journée, bonnes bientôt. vacances et à Ciao, bientôt. ciao.